Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation du concours CAD qui est le concours pour intégrer l'ESCP Business School à partir du Bac+3. Je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto et nous avons avec nous ici sur le campus de l'ESCP Inès, étudiante à l'ESCP. Salut Inès. Bonjour. Et nous avons également Muriel Grandjean qui travaille pour l'ESCP. Muriel, est-ce que vous pouvez nous dire la fonction que vous occupez au sein de cette école ? Oui, bonjour. Donc, je suis Muriel Grandjean et je suis la directrice des admissions pour tous les programmes de formation initiale. Et Inès, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours, en quelle année tu as intégré le concours et en quelle année tu es actuellement à l'ESCP? Alors, après le bac, j'ai fait une bi-licence à Nanterre et ensuite un master 1 en droit des affaires. Et c'est pendant mon M1 en droit des affaires que j'ai préparé donc le concours admission sur titre. Et j'ai intégré l'ESCP en septembre 2019. C'est très clair, on aura l'occasion d'illustrer grâce à Inès tout ce que Madame Grandjean va nous dire. On aura l'occasion de le vérifier grâce à ton parcours Inès. Tu pourras nous raconter comment tu as préparé tes écrits, tes oraux, comment tu as appris que tu étais admise. Enfin, tu seras l'exemple un peu fil rouge de notre entretien pour présenter les concours CAD de l'ESCP. Oui, donc on va leur poser toutes les questions pour que vous ayez le maximum de réponses, le maximum de conseils. Et vous voyez déjà le sommaire qui s'affiche. Dans un premier temps, on parlera du calendrier des frais d'inscription. Ensuite, on parlera des statistiques, concrètement le nombre de places, si jamais on peut avoir cette information à ce concours. Les épreuves d'admissibilité, une fois qu'on est admissible, les épreuves d'admission, en d'autres termes les épreuves orales. Les 5 raisons qui, selon nous, font que vous devez absolument candidater à ce concours, quelle que soit votre filière d'études, quelle que soit votre moyenne académique. Bref, pas de plafond de verre, on va vous en parler à la fin. Et enfin, l'aspect contact, si jamais vous avez des questions. On commence directement avec le calendrier et les frais d'inscription. Jingle. Alors la slide va s'afficher. Muriel Grandjean, est-ce que vous pouvez nous dire les frais d'inscription pour ce concours pour les non-boursiers ainsi que les boursiers? Oui, alors les frais sont de 180 € pour postuler au concours. Et pour les boursiers, depuis cette année, les frais de concours sont donc gratuits. Quel que soit l'échelon? Quel que soit l'échelon. Donc tous les boursiers, quel que soit l'échelon, c'est 0. Les non-boursiers, c'est 180 €, qui inclut à la fois les épreuves écrites et les épreuves orales. Enfin, il n'y a rien à rajouter si on est admissible. Parfait. En termes de date d'inscription, est-ce que vous pouvez donner aux personnes qui nous regardent le timing, à la fois pour candidater, ensuite éventuellement les périodes d'oraux, si vous les avez déjà, etc. Et elle s'affiche à l'écran. Oui, alors la deadline pour candidater, c'est très important à retenir, c'est le 9 mars. Le 9 mars à 23h59. On ne postule pas à 23h58 sur le site, puisque tout le monde y est. Les résultats d'admissibilité, donc pour savoir si ces étudiants sont convoqués ou non aux épreuves orales, ce sera fin mars. Toutes les dates seront redonnées précisément après la date de candidature. Les oraux se dérouleront en présentiel sur le campus ici à République les 21 et 22 avril. Donc à Paris. À Paris, tout à fait. Et les résultats d'admission seront autour de la mi-juin. Donc pas de possibilité de passer les oraux à distance, c'est forcément en présentiel. Tout à fait. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on vous recommande, de vous rendre sur place pour vraiment s'imprégner de l'ambiance de l'école, pour visiter le campus. C'est très important, même pour vous candidats, pour le choix de votre école finale. Avec une fenêtre qui est assez courte finalement entre l'admissibilité et le premier oral, puisque vous avez dit fin mars et mi-avril, c'est à peu près ça? Oui, 21, 22 avril, ça fait un petit mois. Oui, donc un petit mois, donc c'est rien de trop pour bien préparer vos oraux. Donc dès que vous avez terminé, entre guillemets, de remplir vos candidatures et que tout est envoyé, il faut basculer sur la partie orale qu'on aura l'occasion de présenter tout à l'heure. Oui, et par rapport au calendrier, notre recommandation avec Joachim, c'est de faire votre inscription administrative, c'est-à-dire le mail, le prénom, le nom, votre carte d'identité, les documents à télécharger. On ne parle pas des épreuves, on parle des documents purement administratifs, donc les notes des études supérieures. Faites-le durant les vacances de Noël. Ça prend quelques heures, mais vous n'allez pas réviser à cette période-là. C'est une période creuse en termes de préparation, donc faites-le à ce moment-là. Faites-le aussi pour tous vos autres concours. Et ensuite, vous reprenez votre préparation au TAJMAJ, au TOEIC et aux autres épreuves que l'on va aborder pour être à fond dessus. Mais ne le faites surtout pas en dernière minute, la partie administrative. Faites-le dès les vacances de Noël, entre Noël et le jour de l'an. 100% d'accord avec Arnaud, puisque la candidature peut se faire au fil de l'eau. C'est important de comprendre qu'on peut commencer à pré-remplir sa candidature sans avoir son score de TAJMAJ ou son score de TOEIC TOEFL. Donc n'ayez pas peur en vous disant « j'attends d'avoir ma note de TAJMAJ » parce que beaucoup vont raisonner comme ça et du coup ça fait un peu un embouteillage à la fin et on se retrouve avec des étudiants sur les réseaux sociaux qui nous écrivent « est-ce que quand on dit telle date, c'est telle date à minuit » ou etc. Donc ne rentrez pas là-dedans, offrez-vous de la sérénité et c'est autant de temps que vous aurez en plus pour travailler vos oraux, donc ce n'est pas du temps perdu et ce n'est pas un luxe inutile.
Et n'attendez pas d'avoir votre score de Taj-Maj, comme l'a dit Joachim, candidatez en fait. C'est-à-dire vous allez voir, les épreuves peuvent se compenser, tout dépend de votre dossier, tout dépend de votre test d'anglais, tout dépend de votre test de logique. Même si le score vous paraît moyen, vous pouvez le compenser avec d'autres épreuves. Et c'est à l'école de vous dire oui ou non. Ce n'est pas à vous de vous auto-censurer. Donc quel que soit vos scores, entre guillemets, en tant que candidat, vous êtes assez mal placé pour savoir où vous êtes par rapport aux autres. Donc candidatez et ensuite vous verrez le résultat. On va passer à la partie suivante avec le jingle sur les statistiques du concours. Alors Madame Grandjean, est-ce qu'il y a quelques chiffres que vous pouvez nous communiquer concernant le concours, éventuellement le nombre de places ouvertes, éventuellement le nombre de candidats attendus potentiellement cette année, éventuellement le nombre d'admissibles? Bref, est-ce qu'il y a des chiffres que vous pouvez nous donner pour que nos candidats puissent se situer? Oui, bien sûr. Alors cette année, on ouvre 80 places comme l'année dernière. Comme vous pouvez le voir, c'est donc un nombre de places qui a augmenté au fur et à mesure des années. L'année dernière, pour vous donner une idée, on avait à peu près 800 candidatures et étaient convoqués à l'entretien à peu près 150 étudiants. Donc 800 dossiers reçus, Tout à fait. 150 qui sont déclarés ce qu'on appelle admissibles, ça veut dire qu'ils viennent passer l'oral sur le campus de République où on est actuellement. Exactement. Et 80 sont finalement reçus dans la promotion. Exactement, tout à fait. Parfait, c'est très clair. Sachant qu'il y a une liste d'attente. Alors ça dépend des années, il peut y avoir une liste d'attente si on considère effectivement que les dossiers suivants sont suffisamment bons et en tenant compte effectivement du fait que nos candidats passent aussi peut-être plusieurs écoles. La décision sera prise plus tard dans l'année. La décision est prise plus tard, c'est pas automatique. D'accord. Généralement, il y en a une l'année dernière, effectivement, il y en avait une et voilà. Et on est tenu informé du rang dans lequel on est situé dans la liste d'attente. Et donc, on peut voir au fur et à mesure les places potentielles se libérer jusqu'à la bonne nouvelle. Oui, alors on essaie d'établir une sorte de calendrier pour justement éviter que, voilà, on regarde tous les jours si ça désistait. En fait, on va laisser quelques jours à ceux qui sont admis sur liste principale pour confirmer leur place. Mettons 3 jours. Au bout de ces 3 jours, on va débloquer le nombre de places de liste d'attente qui n'a pas été rempli. Et ces personnes-là auront un très court temps pour valider également, au cas où on fait une deuxième vague. Voilà, c'est vraiment juste en 2 vagues pour que les places soient pourvues, puisque ce sera 80 places et pas plus. Pas 81. Pas 81. C'est très clair. On va passer à la partie suivante, qui est la partie concours en tant que tel, la présentation du concours CAD de l'ESCP. Jingle. Alors, abordons les épreuves d'admissibilité. Vous allez voir la slide s'afficher avec tous les scores et les documents qui vous sont demandés. Donc, le relevé de notes des études supérieures, le CV en français, une lettre de motivation qui, de mémoire, je sais pas, je crois qu'elle était optionnelle. Je sais pas si elle est obligatoire depuis. Ah, elle est devenue obligatoire. Donc, parfait. Donc, vous êtes obligé de rédiger une lettre de motivation, ce qui n'est pas plus mal. Un test d'anglais. Donc, on vous a mis les tests possibles et juste à côté, c'est le score minimum imposé pour pouvoir candidater. Donc, concrètement, pour le listening and reading, donc, il vous faut minimum un 900 au TOEIC, un 95 pour le TOEFL IBT, un 6,5 pour l'IELTS. Bref, vous avez compris. Par contre, il n'y a pas de minimum sur le Taj-Maj ou le GMAT. Tout à fait. On est d'accord que c'est un minimum strict, ça veut dire que je ne candidate pas si je n'ai pas eu cette note, on est bien d'accord? Exactement, et malheureusement j'en ai tous les ans qui postulent avec par exemple 890 au TOEIC, c'est vraiment la note minimum qu'on attend de nos candidats, c'est le minimum requis pour être en mesure de suivre les cours. Les cours sont quand même principalement en anglais à l'ESCP, donc c'est vraiment repasser un test si vous n'avez pas le score. C'est sûr que le dossier ne sera même pas étudié si ce score minimum n'est pas atteint. Je le répète vraiment, c'est quand même dommage de donner 180 euros. On a toujours l'habitude de dire que ça fait vase communicant et qu'un excellent Taj-Maj peut compenser un moins bon TOEIC, etc. On aura l'occasion d'en reparler, mais dans la limite du 900 pour le TOEIC par exemple. Oui. Donc si vous n'avez pas 900, ne vous inscrivez pas. J'ai envie de dire, si vous avez 900, repassez-le, parce que 900 c'est le minimum requis syndical, et donc ça veut dire que la plupart des candidats, ils auront une note supérieure à 900, que ce soit les admissibles ou que ce soit les admis. Donc candidater, souvent on a des candidats qui nous disent l'école a demandé 900, j'ai 900 donc c'est bon. Non, j'ai 900, donc ça commence à devenir… Que le dossier soit étudié. Étudiable, mais vous partez avec un vrai handicap sur l'anglais, et donc il sera très difficile à compenser par la suite. Donc repassez-le si jamais vous êtes pile à la limite. Et d'ailleurs, vous nous suivez tout au long de l'année, vous connaissez notre conseil, le TOEIC, tout comme le Taj-Maj, qui est généralement les 2 tests principaux que vous passez, même si une partie passe aussi le TOEFL, il faut absolument les passer plusieurs fois.
maximisez vos chances, maximisez votre score. Votre premier passage, vous ne serez jamais à 100% de vos capacités parce que vous allez découvrir le format, le lieu d'examen, le stress du chrono. Il y a un certain nombre de notions sur lesquelles vous serez interrogé que vous n'avez peut-être pas prévues. Bref, la première fois, vous ne serez jamais à 100%. Donc réservez 2 à 3 sessions de TOEIC, soit en 2021, soit en 2022, afin d'avoir le score maximum. Et pareil pour le Taj-Maj, 2 passages minimum. Et on va revoir la slide s'afficher sur les épreuves d'admissibilité. Le score du test de logique est valable sur 5 ans. Donc ce n'est pas que l'année 2022 et l'année 2021. Si vous l'avez passé avant, vous pouvez l'utiliser. Est-ce que toi, Inès, tu peux nous dire où tu te situais là-dedans pour donner un petit peu un ordre de grandeur au candidat qui, encore une fois, n'est qu'indicatif. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous aurez éventuellement les mêmes notes qu'Inès que vous serez déclaré admissible puis admis. Ce n'est pas parce que vous aurez au-dessus ou en dessous que vous pourrez en tirer des conséquences. Mais Inès, elle est là pour illustrer un petit peu ce qu'on est en train de dire. Alors, du coup, moi, j'ai eu au TOEIC que j'ai passé, j'ai eu 980 sur 990, pardon. Donc, quasiment la note max. C'est pas mal. Je ne sais pas si c'est la moyenne des étudiants qui ont été pris mon année, mais voilà. Et au Taj-Maj, j'ai eu en note finale 410. Mais la première fois que je l'avais passé, j'avais 350. Donc je vous rejoins beaucoup sur le fait que le passer plusieurs fois, c'est utile. Parce que la première fois que je l'ai passé, j'étais très stressée, etc. Alors encore 350, ça pour un premier passage, c'est plutôt bien. C'est vraiment bien. Mais du coup, vous voyez ce qu'on est en train d'illustrer là, c'est que les candidats qui vont être face à vous, ils vont avoir passé plusieurs fois les tests. Et donc, ne vous mettez pas dans une situation de difficulté supplémentaire en vous y prenant trop tard et en ayant moins de possibilités. Alors, sur le TOEIC, TOEFL, c'est plus rattrapable parce qu'on peut le passer autant de fois qu'on veut. N'oubliez pas que le Taj-Maj n'est passable qu'une fois par semestre. Et donc, ceux qui savent qu'ils veulent candidater, il ne faut pas perdre de temps, il faut candidater dès le premier semestre au Taj-Maj. Oui, et puis moi-même, j'avais passé le concours CAD justement en 2012. Il ne faut absolument pas que vous ayez un plafond de verre ou une barrière psychologique. Et moi-même, j'étais d'ailleurs un diplômé dentaire, tout comme toi, Inès, donc d'une licence. Donc, je n'avais même pas, entre guillemets, un M1, j'avais qu'une simple licence. Ceux qui réussissent les concours CAD pour intégrer le SCP, c'est entre guillemets, c'est pas forcément des génies, c'est pas forcément l'élite intellectuelle, dans le sens où c'est surtout des candidats qui se connaissent bien, qui se préparent bien. Donc il y a toujours un peu ce cliché que c'est toujours des brutes intellectuels, ceux qui réussissent à intégrer le top 3. Donc certes, c'est des candidats très bons, qui sont intelligents, qui sont vifs d'esprit, qui sont cultivés, c'est sûr, mais ça se travaille en amont. Et là, vous êtes évalué dans un premier temps que sur 3 épreuves, un dossier, un test de logique et un test d'anglais. Donc préparez-le vraiment en amont, c'est ce qui vous permettra d'élever votre niveau au fur et à mesure. Donc c'est pour 80%, j'ai envie de dire, c'est de la préparation en amont. Toi Inès, là-dessus par rapport à la préparation, est-ce que tu peux nous dire sur ton test de logique, donc le Taj-Maj, tu t'étais préparé comment ? Alors, je me suis préparée moi à domicile et j'ai utilisé le grand manuel du Taj-Maj. Je l'ai travaillé. Très bon choix. Je l'ai travaillé du coup pendant. Combien de temps ? La première fois que je l'ai passé, au premier semestre, j'ai bossé pendant 1 mois et demi, 2 semaines tranquillement pour apprendre à connaître les épreuves qui sont quand même hyper nouvelles, surtout quand on sort de 4 ans de droit, histoire de m'y remettre un peu. Ouais. Puis 1 mois à fond avant de le repasser. Et deuxième semestre, pareil, 1 mois pour le coup, vraiment à fond, en faisant tous les jours plusieurs heures. Et donc, ça met du temps. Oui, donc toi, tu avais fait une préparation courte en durée, donc sur 1 mois et demi plus 1 mois, donc 2 mois et demi. Mais chaque jour, tu travaillais. C'est mes journées, pour le coup, à faire que ça. Toute la journée, je me faisais des tâches blancs, des exercices, histoire, typiquement, pour les suites. Pour moi, qui est un exercice sur lequel, si on en a fait suffisamment, il faut aller récupérer plein de points là-dessus. Je m'en faisais au moins 3 heures par jour que des suites. Pour ce test numéro 6. Donc du coup, vous avez chacun le format qui vous conviendra le mieux. Il y en a qui préfèrent travailler sur la durée un peu moins intensément chaque semaine. D'autres qui préfèrent travailler plus sur un format sprint. À vous de vous connaître. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut passer 2 fois le Taj-Maj. Il faut passer au moins 2 fois le TOEIC ou le test d'anglais. Et bien sûr, il faut bosser son CV et sa lettre de motivation. Surtout ne pas les négliger parce que ça va être aussi la vitrine de ce que vous aurez à présenter à l'oral. Et on n'a pas envie de faire venir à l'oral quelqu'un qui a un très bon score de Taj-Maj, très bon score de TOEIC, mais qui n'a pas fait l'effort de présenter une lettre de motivation bien présentée, dense, avec une orientation, avec pourquoi le SCP, etc. Donc c'est vraiment vital de se concentrer sur les tests en amont, mais de ne pas s'y prendre au dernier moment pour garder une bonne fenêtre à consacrer au CV et à la lettre de motivation. Oui, c'est très important, parce que moi-même, j'avais un niveau très moyen en anglais. J'ai passé 3 fois le TOEIC.
Alors, pour reprendre un peu ta progression de score Inès au Taj Mahal, moi, c'est ce qui s'est passé au TOEIC, parce que la première fois, j'avais 855, donc un score Non éligible. un score non éligible. Et en effet, parce que les 10 dernières questions, j'ai manqué de temps, donc j'ai répondu au hasard, et plus un niveau moyen a fait que. Et ensuite, j'ai travaillé durant un mois et demi, le format de l'épreuve. Et la deuxième fois, j'avais eu 955, ce qui fait que j'avais pu envoyer mon dossier. Merci Arnaud pour ce témoignage Je t'en prie. qui, je suis sûr, éclairera tous ceux qui nous regardent. Non, mais c'est important. On va entrer un peu plus en détail sur le Taj Mahal et là on va redevenir sérieux avec Madame Grandjean. Est-ce que, tout à l'heure on l'a dit, il n'y a pas de score minimum en dessous duquel on peut candidater. En revanche, est-ce que vous avez des indications de score à nous donner pour que les candidats puissent un petit peu se situer? Encore une fois, c'est que des indications. Oui, voilà. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur. C'est vrai que notre moyenne au Taj Mahal des admis est de 400. Mais effectivement, ça ne veut pas dire... on a vraiment des gens excellents, hein, il faut le savoir. On a vraiment des gens qui ont plus de 550 au Taj Mahal et donc des gens qui ont moins de 400 aussi. Maintenant, si je peux donner un conseil, je pense que honnêtement, moins de 300, c'est délicat par rapport à la majorité de nos admissibles, admis. C'est un peu difficile d'être en dessous de 300. Maintenant, comme vous l'avez dit, ça n'empêche pas de candidater puisqu'il n'y a pas de minimum, sinon on mettrait un minimum. Donc voilà, si derrière le dossier, j'imagine qu'on va en reparler, la cohérence du dossier, etc., pas de souci. Mais voilà, mon conseil, c'est de viser au moins 300. Donc au moins 300. Donc oui, si on reprend les propos de Madame Grandjean, la moyenne est aux alentours de 400, mais c'est une moyenne. Comme elle l'a dit, les meilleurs tournent autour de 500, mais il y en a aussi qui ont 310, 320, etc. et qui ont compensé avec peut-être un très bon TOEIC, de très bonnes expériences professionnelles à l'international, etc. Donc à partir de 300, il faut absolument tenter votre chance et ne pas vous dénigrer, il faut absolument le faire. Et c'est à l'école de vous dire oui ou non, surtout pas à vous. Point important, tout à l'heure on parlait de la date d'admissibilité, c'est peut-être pas mal de la rappeler. L'admissibilité. Les résultats d'admissibilité, non, excusez-moi, la clôture. pour candidater. Par rapport au Taj Mahal? Tout à fait. Oui. On doit fournir son score de Taj Mahal au moment où on candidate. Tout à fait. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de passer son Taj Mahal après en demandant à l'école de récupérer le score a posteriori. Voilà, alors il faut avec une petite exception, mais oui, il faut effectivement avoir le score quand on postule. Il faut compter 15 jours pour que la FNEJ puisse donner les résultats. J'autorise la candidature, les étudiants peuvent s'inscrire jusqu'au 3 mars. Il doit y avoir une session autour du 3 mars à vérifier avec la FNEJ. Cette session-là, les étudiants peuvent candidater en mettant, c'est nouveau, on l'avait déjà fait l'année dernière parce que je sais que la plupart des étudiants vont vouloir s'inscrire à cette session. C'est pas forcément la bonne idée, mais je comprends qu'on veuille plus de temps pour réviser. Dans ces cas-là, on téléverse la convocation. D'accord, donc ça c'est une très bonne information. Voilà. Donc soit j'ai passé mon Taj Mahal en amont, c'est ce qu'on vous conseille de faire pour toutes les raisons qu'on a expliquées, parce que si vous passez le 3 mars pour une deadline le 6 mars, ça veut dire que c'est autant de temps en moins sur votre lettre de motivation, votre CV, etc. En revanche, si jamais vous n'avez pas pu pour une raison X ou Y le passer en février, nouveauté depuis l'année dernière, vous pouvez vous inscrire à la session du 3 mars, téléverser votre convocation et le SCP ira chercher le score. Et on est bien d'accord parce qu'on a tout le temps la question que le SCP prendra le meilleur des scores de la personne. C'est-à-dire que si jamais j'ai un moins bon score à ma deuxième session qu'à ma première session, c'est toujours le meilleur score qui sera pris en compte. Donc pas de panique. Même si vous avez un bon score comme Inès, 350 en premier passage, il faut absolument repasser. Au pire, vous avez moins et vous donnerez le meilleur score des deux, donc il n'y a pas de problème. Très clair. Donc 3 mars, date à retenir, max pour passer le Taj Mahal. Exactement. Par rapport à la lettre de motivation, celle-ci doit être en français ou en anglais? En français. CV et lettre de motivation en français. D'accord. Donc c'est pas pénalisant de la faire en anglais, mais les évaluateurs sont des francophones, donc c'est mieux en français. Est-ce que vous recommandez sur une page? Parce que souvent on nous dit sur 2 pages, donc sur une page c'est mieux. Nous aussi on vous recommande la même chose parce que généralement vous êtes d'un jeune âge, 20, 21, 22, 23. Il vaut mieux être synthétique avec des bullet points, donc c'est-à-dire les descriptifs des missions de vos différentes expériences, précis, clairs et nets, plutôt que détailler et de faire du rédactionnel sur une page et demie. Tu parles du CV là, qu'on soit bien clair. Je parle du CV bien sûr. Okay. Je parle du CV, ne faites pas votre CV sur 2 pages, sur une page avec des bullet points en étant synthétique, des mots-clés, c'est parfait.
On va embrayer sur le test d'anglais. Donc, on récapitule, j'ai mon relevé de notes à fournir, j'ai mon CV, ma lettre de motivation, j'ai mon tâche-mage et j'ai mon test d'anglais. Nous, par habitude, on dit le TOEIC, donc ne vous en faites pas si parfois on dit TOEIC dans la discussion. C'est n'importe lequel des tests qu'on a mentionnés tout à l'heure. Est-ce que d'abord, il y a une préférence sur un des tests de votre côté ou alors est-ce que je peux présenter n'importe lequel des tests à condition de remplir les minimums requis qu'on avait mentionnés tout à l'heure? Non, il n'y a pas spécialement de préférence. Après, si les candidats passent plusieurs tests, il faut donner le score qui leur paraît le plus haut. Alors, c'est sur des barèmes différents, hein, mais voilà, le score qui leur paraît le plus haut. Si vraiment on doit dire une petite préférence, c'est vrai que la plupart de nos candidats, honnêtement, passent le TOEIC. Donc, la preuve que ça n'est pas... voilà, il n'y a aucun problème. Les 2 autres tests, eux, évaluent aussi la capacité à parler. Donc, voilà, si les étudiants ont passé ce test et ont une bonne note, ils peuvent plutôt mettre celui-ci. Après, je n'ai pas de problème à ce qu'ils mettent les 2 dans la candidature et on prendra le plus haut score des 2, pas de souci. D'accord, donc ça c'est encore une bonne information. Je peux mettre les 2 si jamais j'ai un doute et ce sera vous, en connaissance de cause, qui allez prendre ce qui est le plus à l'avantage de l'étudiant. Tout à fait. Parfait. Donc ceux qui savent qu'ils sont bons en anglais, n'hésitez pas à passer plusieurs tests. Comme ça, potentiellement, vous pouvez avoir un avis extérieur ou même intérieur plutôt, qui sera le plus à même de juger lequel des scores il faudra fournir. Après, si on doit faire une recommandation, on vous recommandera plutôt le TOEIC. Dans un premier temps, pour une question de coût, le TOEIC est aux alentours de 140 € par inscription, alors que le TOEFL, on est plutôt aux alentours de 250 €. La durée du test aussi, le TOEIC 2 heures versus le TOEFL 4 heures. Le TOEFL est sur ordinateur, le TOEIC est sur papier. Le TOEIC concerne uniquement la sphère du business et du management. Le TOEFL, c'est tous les sujets académiques que vous pouvez avoir à l'université. Donc ça peut être de la sociologie, de l'économie, de l'histoire, tout comme de la SVT, donc des sciences. Bref, c'est plus difficile le TOEFL. C'est pour ça qu'à niveau comparable, enfin à score comparable, il y aura des petits points bonus donnés au TOEFL parce que c'est un peu plus difficile. Mais nous, on vous recommande quand même le TOEIC parce que c'est là où vous pourrez avoir un très bon score. Inès a totalement intégré le SCP avec un très bon score de TOEIC. Et je suppose, comme vous l'avez dit, que 90% des candidatures que vous recevez, c'est du TOEIC. Donc, c'est absolument pas un handicap si vous passez le TOEIC. Mais si vous avez un très bon TOEFL, donnez-le directement. Si vous hésitez, envoyez les 2 et ils vous sélectionneront le meilleur des 2 scores. Donc, pour récapituler sur les épreuves qu'on appelle d'admissibilité, celles qui décident si je suis convoqué à l'oral, j'ai un CV, une lettre de motivation en plus de mon bulletin de notes des années précédentes et j'ajoute à ça un score de tâche-mage et un score de test d'anglais. Certains nous demandent parfois qu'au moment de la candidature, ils n'ont pas de relevé de notes. Donc on est bien d'accord, chaque étudiant fournit le relevé de notes maximum qu'il peut fournir à un instant T. Si vous n'avez pas de relevé de notes, vous n'avez pas de relevé de notes, vous n'allez pas l'inventer. Donc ce ne sera pas pénalisant, on est bien d'accord. Non, tout à fait. Éventuellement, si c'est vraiment toute une année qui manque, par exemple la dernière année en cours, il ne faut pas hésiter à rajouter dans le PDF qui sera téléversé une petite note pour indiquer mon université n'a pas envoyé les relevés de notes, etc. Parfait, c'est très clair. Simple question aussi par rapport, j'y pense, je fais une petite parenthèse, si on a effectué une classe préparatoire dans le passé, une ou 2 années, puisqu'on n'a pas parlé de l'éligibilité, est-ce qu'on peut candidater tout de même au concours CAD? Bien sûr, et d'ailleurs on a eu des intégrés qui avaient fait auparavant une classe préparatoire. Après attention, évidemment, la fameuse note d'admissibilité, le dossier, on va noter la motivation, la cohérence du parcours. Donc voilà, il faut être aussi en mesure de montrer la cohérence de son parcours et on évalue aussi l'excellence académique. Attention, en prépa, ce n'est pas toujours évident. Maintenant, encore une fois, on en a eu des intégrés et ça, ce n'est pas rédhibitoire, donc pas de souci, mais bien réfléchir aussi à la cohérence de son parcours. Est-ce qu'à contrario, il y a des parcours inéligibles? Ou est-ce que dès lors que j'ai un bac plus 3 ou 4 ou 5, je suis éligible à la candidature? Alors, il faut un diplôme visé, c'est important. Bien sûr. Ça nous paraît évident, et par une institution française. C'est-à-dire que les diplômes internationaux, c'est un autre concours. Voilà. Effectivement. Mais à partir du moment où on rentre dans cette condition d'éligibilité, il ne faut surtout pas se censurer. On a vraiment des profils totalement divers et variés, mais aussi beaucoup d'éco-gestion. Parce qu'on me dit, ah bah oui, mais si vous cherchez à vous diversifier, si moi j'ai fait éco-gestion, non. Il y a vraiment de tout. On cherche de l'excellence académique avec une cohérence de parcours qui est intéressante. Très clair. Maintenant qu'on a compris ce qu'il fallait téléverser sur le dossier jusqu'au 6 mars, 9 mars, pardon, voilà, on y va y arriver. Ensuite, l'école va décider si je suis autorisé à passer les oraux et donc elle va me déclarer ou non admissible. Donc on va embrayer sur la partie épreuve d'admission.
d'admission, avec la slide normalement qui va s'afficher. Est-ce que vous pouvez nous décrire les épreuves orales d'admission avec, si je ne m'abuse, une petite nouveauté cette année? Tout à fait. On a toujours effectivement l'entretien de motivation. Classique de motivation d'une vingtaine de minutes environ. Et effectivement, on a cette année supprimé l'épreuve de LV2. D'accord, donc il y a toujours une épreuve de LV1? Non, c'est le test. Donc il n'y a plus d'épreuve de LV1, non, il n'y en avait plus pas l'année d'épreuve de dernière LV2, il n'y a plus rien. Il y a juste un entretien. Juste un entretien de motivation. Voilà, tout à fait. Donc je suis convoqué une matinée ou un après-midi. Oui. Et je passe entre 20 et 30 minutes avec un jury qui est composé de 2 ou 3 jurés. Exactement. À peu près, avec souvent, de ce que vous nous en avez dit tout à l'heure, un membre de l'école, quelqu'un qui a plus peut-être un œil extérieur, qui est plus du monde de l'entreprise. Et donc pendant cet entretien-là, je suis amené à présenter à la fois ma motivation spécifique pour le SCP et à la fois présenter mon parcours et la nécessité de l'ESCP pour m'amener dans mon chemin de vie que j'ai envie de tracer. Tout à fait. Très bien. Inès, toi, par rapport à ton entretien de motivation et de personnalité, comment ça s'était passé? Quelle note tu avais eue? Tu avais vendu quoi comme projet professionnel? Alors, ça s'était bien passé. Déjà, j'ai vu 17, donc pour le coup, c'était très bien passé. Mais ça s'était passé de manière surprenante. Moi, on m'avait dit qu'il fallait préparer, par exemple, un pitch. On arrive... Une présentation initiale, c'est ça? On se présente directement. En face de moi, j'avais un prof de management de l'ESCP et un ancien élève. D'accord. Et en fait, je commence mon pitch et ils m'ont arrêté en me disant non, mais peut-être qu'on peut faire ça de manière moins formelle. Et donc, mon entretien, ça a été une discussion qui a duré une quarantaine de minutes. Plus long que prévu. Oui, plus long que prévu. C'est bon signe en général. Ouais, mais c'était une super expérience, vraiment. Et je leur ai vendu comme projet professionnel du private equity, me semble. Parce qu'à l'époque, c'est ce que je voulais faire. Et on n'a pas beaucoup parlé de mon projet professionnel, en fait. On a beaucoup parlé de qui j'étais. Je pense qu'ils essayaient vraiment de savoir qui j'étais. J'avais pas d'expérience pro encore. Donc, c'était qui j'étais, mon parcours académique, beaucoup de questions de culture générale. D'accord. Et voilà. D'actualité aussi? Oui, d'actualité, exactement. Sachant que je m'étais mis en tête que s'il y a une réponse que je n'avais pas à une question, c'était complètement mort. J'ai eu 17, alors que première question de culture générale qu'on m'a posée, je les ai regardées, je ne savais pas du tout quoi répondre. Et j'ai quand même eu 17. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre trop de pression non plus sur l'entretien de motivation. Et moi, le ressenti que j'ai eu, c'était qu'on cherchait vraiment à savoir qui j'étais et pourquoi je voulais intégrer l'école. Ce n'est pas un entretien de culture générale, c'est un entretien de motivation qui peut contenir quelques questions de culture générale, en général liées avec le parcours qu'on présente. Mais encore une fois, la meilleure chose à faire si vous ne savez pas, c'est de dire désolé, je ne sais pas. Si vous pouvez rebondir en disant en revanche, je sais que tant que ce n'est pas trop lointain, c'est pas mal. Et sinon, vous avez le droit de ne pas savoir, vous n'êtes pas une machine et le jury appréciera que vous reconnaissiez. Enfin, je pense, on parle sous le contrôle de Madame Grandjean. Est-ce qu'il y a, on va dire, un mot d'ordre que vous donnez au jury? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que c'est un élève qui va s'épanouir à l'ESCP de manière générale? C'est ça que vous évaluez le jour de l'oral? Oui, tout à fait. Alors aussi par une école très internationale avec cette rotation sur les campus, on va chercher quelqu'un forcément de mature, d'autonome, qui est aussi très ouvert d'esprit et ouvert sur l'international, même sans avoir fait des millions de voyages, c'est pas le problème. Et on va aussi chercher effectivement des étudiants qui ont une capacité de réflexion, d'analyse et de recul. Et effectivement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pas grave si on ne connaît pas une réponse à une question. Ce qu'on va évaluer, c'est plutôt, on n'évalue pas le contenu de la réponse, mais la façon dont le candidat va répondre. Et encore une fois, comme disait Arnaud, n'ayez pas tendance, on a parfois tendance à survaloriser les éventuels concurrents en se disant moi, j'ai pas fait d'échange à l'étranger, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Il ne faut pas croire que tous les concurrents sont bilingues, qu'ils ont tous passé 1 an à l'étranger, qu'ils ont tous 2 stages de 6 mois. Donc chacun a ses points forts à mettre en avant. Toi, tu disais tout à l'heure que tu es entré sans expérience professionnelle, mais ça veut dire que tu avais d'autres points forts à mettre en avant à côté. Et donc chacun est là pour jouer sa carte. Et donc n'ayez pas tendance à idéaliser ou survaloriser vos concurrents parce que sinon forcément ça donne envie de ne pas candidater parce que la marche elle a l'air trop haute alors qu'en fait c'est en candidatant qu'on se rend compte si on est à la hauteur ou pas et le jury a l'œil pour savoir justement qui va s'épanouir dans l'école ou qui va moins s'épanouir. Surtout si vous êtes admissible, c'est que vous faites déjà partie des 150 meilleurs sur 700 candidatures, donc vous faites déjà partie du top 20% des candidatures de l'ESCP. Donc à partir du moment où vous avez fait la grande majorité du process, autant le finir et vous donner à fond jusqu'au bout. Pour terminer sur cet entretien de motivation, est-ce qu'il faut un projet professionnel défini ?
Alors c'est important, on a quand même passé 3 ans d'études supérieures, c'est quand même important d'avoir une idée de son projet professionnel et comme vous l'avez dit au début, comment le SCP va pouvoir aussi nous mener à ce projet professionnel. C'est pas du tout ce qu'on demande aux classes prépa, pas de projet professionnel, mais quand on candidate après un bachelor ou une licence, c'est important oui, d'avoir une idée du secteur, des métiers, etc. Même si évidemment on peut changer de projet dans l'école, évidemment, mais c'est important de montrer que oui, on est renseigné, qu'on sait ce que c'est le monde du travail. Etc. Et c'est ce qui va articuler mon oral, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une 40aine de spécialisations que je peux choisir au sein de l'ESCP, 60aine même, 60aine de spécialisations au sein de l'ESCP. C'est orienté par mon projet professionnel futur que je vais pouvoir exprimer à mon jury que j'ai envie de suivre telle et telle spécialisation et donc donner de la cohérence à mon oral. Donc ce projet professionnel, ce n'est pas un oral professionnel que vous allez passer, mais c'est un squelette qui va vous aider derrière à mettre un peu les cases de l'ESCP autour et donc qui va renforcer votre motivation et la pertinence de votre candidature. Et comme l'a dit Madame Grandjean, vous n'allez pas être évalué sur votre projet pro en tant que tel, parce que vous pouvez totalement le modifier ensuite en fonction de vos cours, de vos spécialisations, de votre année de césure qui va vous faire découvrir d'autres entreprises et d'autres secteurs. Vous allez être évalué sur les recherches que vous avez effectuées en amont sur ce secteur-là, sur ce poste-là, sur l'adéquation entre ce projet professionnel que vous mettez en avant à Bac+3 ou Bac+4 et votre personnalité et vos qualités. C'est surtout ça qu'ils évaluent. C'est votre travail en amont de recherche d'informations et de matching avec votre personnalité et vos envies. Et ensuite, bien entendu, vos envies et votre personnalité, elle va évoluer au fur et à mesure de votre scolarité au sein de l'ESCP. Donc, pas de pression par rapport au projet pro, mais c'est du travail en amont. Et ce qu'avait dit Inès, juste pour terminer là-dessus, on est face à un jury qui est bienveillant, qui n'est pas là pour nous malmener, nous faire pleurer ou autre, ou quoi que ce soit. Ça se passe très souvent très bien. C'est pas parce que le jury est rentre dedans et parfois challenging que ça veut dire que ça se passe mal. Oui, c'est important de le dire. Parfois, on pousse les bons candidats parce qu'on a envie de voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, mais derrière, ils sortent en ayant l'impression de s'être fait bousculer et parfois ils ont un 18 ou un 19. Et à l'inverse, comme dit Arnaud, parfois ça se passe très bien parce que le but c'est que ça se passe bien, mais la conclusion peut être qu'il n'y a pas de fit entre l'école et le candidat, et c'est pas grave, et peut-être que le candidat il sera plus épanoui dans une autre école. Et le but du jury qui a cette maturité, ce recul, et qui souvent a été à votre place, parce qu'il y a souvent un ancien, il sait ce que c'est, et donc c'est pas de vous pousser dans vos derniers retranchements dans le mauvais sens du terme. On va passer à la partie suivante avec le jingle. Si malgré tout ce qu'on a vu ensemble, il reste des questions, si sur le site internet vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question, si vous n'avez pas trouvé des alumni sur LinkedIn qui veulent bien répondre à vos questions, si vous n'avez pas d'amis que vous rencontrez dans des soirées pour répondre à vos questions, bref, ils peuvent nous écrire déjà. Vous pouvez déjà nous écrire sur les réseaux sociaux, on est là pour vous aider. Et ensuite, vous pouvez bien sûr solliciter soit le numéro de téléphone qui s'affiche, soit l'adresse email qui s'affiche. Encore une fois, on vous conseille de le faire vraiment sur des informations qui ne sont pas disponibles sur Internet parce que ça donne un peu une mauvaise impression de demander quelque chose qui est en homepage du site. Donc, faites quand même vos recherches avant, ça évitera de vous faire remarquer. Si maintenant il manque des choses, vous êtes dans une situation particulière, vous avez un impératif, vous ne pouvez pas être présent à telle date ou ce que vous voulez, là, dans ces cas-là, vous pouvez envoyer un mail sans faute d'orthographe avec des bonnes formules de politesse. C'est toujours mieux en le précisant. Donc voilà pour cette rubrique contact. C'était très clair, on a compris l'intérêt. Et ben voilà. On va simplement passer à la partie suivante avec le jingle sur les points forts de l'école. Alors avec Joachim, on a sélectionné 5 raisons qui font selon nous que vous devez absolument candidater à ce concours CAD. Vous voyez les 5 raisons s'afficher. La première, à savoir de nombreuses places disponibles pour des profils diversifiés. Comme l'a dit Madame Grandjean, il y a 80 places disponibles. Vous vous doutez bien que les 80, ce ne sont pas des clones ou des robots. Différentes filières d'origine, différentes facs d'origine, différents âges, L3, M1, M2. Quelle que soit votre filière, quel que soit votre diplôme et surtout quelle que soit votre moyenne académique, ne vous dévalorisez pas. Tentez votre chance, tant que vous avez les minimums en test d'anglais et que vous êtes éligible par rapport à votre diplôme, candidatez.
Deuxième point fort du concours, deuxième raison de candidater, c'est qu'il n'y a pas de travail supplémentaire, j'ai envie de dire, par rapport aux autres écoles du top 3. De toute façon, vous avez prévu de passer un TOEIC, de toute façon, vous avez prévu de passer un TAJMAJ, de toute façon, vous avez prévu de préparer un CV. La lettre de motivation, même si elle était optionnelle, on vous aurait quand même conseillé de la faire. Donc, de toute façon, il faut la faire. Vous avez l'occasion de vous vendre en faisant des phrases, donc c'est pas mal. Le CV, il n'y a pas de phrase. La lettre de motivation, on peut expliquer, on peut articuler, on peut expliquer la cohérence de son parcours. Donc, c'est plutôt une opportunité, la lettre de motivation, qu'une contrainte en termes de candidature. Donc, pas de travail supplémentaire par rapport aux autres écoles que de toute façon, vous aviez prévu de passer. La lettre de motivation, concrètement, lorsqu'ils vont hésiter entre deux profils pour vous donner l'admissibilité ou non, c'est peut-être cette lettre-là qui va faire la différence. Et surtout, ça permet d'expliquer la cohérence de votre parcours. Donc, c'est limite un début de discours d'entretien de motivation. Parce que vous commencez déjà à expliciter votre match entre vous, votre projet et le SCP. Donc, c'est vraiment un argument supplémentaire en votre faveur. Attention, elle doit être personnalisée à l'école et pas de faute d'orthographe. Troisième aspect, troisième raison qui fait que vous devez absolument candidater au concours 4, bien entendu, le fait que le SCP est une des meilleures business schools en Europe. Dans une autre vidéo qui s'appelle la présentation du programme Grande École, on vous présente les 5 points forts de l'ESCP, son programme, l'académique, l'international, le professionnel. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour prendre un certain nombre de notes. On vous explique en quoi l'ESCP est vraiment une des meilleures schools d'Europe et du monde. On l'a déjà mentionné tout à l'heure, le point fort numéro 4, gratuit pour les boursiers. On le rappelle, que ce soit pour tous les échelons, la gratuité pour l'inscription au concours. Et ce qu'on a vu justement dans la vidéo PGE, selon l'échelon auquel vous êtes éligible, vous avez des réductions qui peuvent aller jusqu'à 100% sur les frais de scolarité. Donc ne vous censurez pas, mais en particulier sur le concours, c'est gratuit pour candidater si jamais vous êtes boursier. Cinquième et dernière raison qui fait que vous devez absolument candidater, l'accueil et l'ambiance sur le campus de Paris lors de vos oraux. Vous devez passer vos oraux en présentiel. Il est fondamental que vous vous déplacez sur le campus. Vous aurez une équipe pour vous accueillir qui va vous faire une visite du campus, qui va vous montrer les locaux, les amphithéâtres, le couloir des associations, bref, tout simplement la vie de campus. Donc, ce n'est pas simplement j'arrive à l'heure programmée et je repars juste après. Vous avez l'opportunité vraiment de voir à quoi ressemble l'école et même pour vous, c'est extrêmement utile. Voilà pour les raisons de candidater. On va laisser à Inès et ensuite à Madame Grandjean l'opportunité de donner un dernier mot aux candidats éventuellement qui nous regardent. Un petit conseil sur la préparation, sur l'autocensure, etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Inès ? Aucune autocensure, ça déjà c'est sûr. Mais non, ouais, de bosser vraiment son stage à fond, que ça en vaut forcément la peine et que chaque heure passée dessus, ça permettra d'obtenir des points en plus. Et pour les oraux, de parler. Il faut parler au plus de personnes possible, il faut s'entraîner. Moi, j'ai fait des oraux blancs avec mes parents, mes cousins, mes frères et sœurs. Enfin, vraiment, tout le monde y est passé. Je pense que c'était un peu l'enfer à la fin, mais il faut s'entraîner. Vraiment, s'entraîner à s'exprimer devant des gens qu'on ne connaît pas aussi. Et ça va bien se passer. Pas d'autocensure et du travail. On va vous demander le même exercice, s'il vous plaît, Madame Grandjean. Un mot de la fin pour les éventuels candidats qui nous regardent. Oui, alors comme Inès l'a dit, effectivement, pas d'autocensure. Enfin, vraiment, énormément de candidats admis nous disent qu'ils ont failli ne pas postuler à ESCP. Il ne faut pas penser aux autres. C'est certes un concours et oui, on va prendre les meilleurs. Les meilleurs, il n'y a pas des grilles. Voilà, c'est pas parce que vous avez plus de 14. On me demande souvent combien de moyenne il faut que j'ai. Non, c'est un ensemble, c'est le dossier dans son ensemble. Et vraiment, il faut candidater parce que c'est probablement une chance d'intégrer le SCP et il ne faut pas passer à côté. Parfait. À présent, nous aussi, on vous souhaite absolument tous nos vœux de réussite pour ce concours-là. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à nous les poser sur les réseaux sociaux. On vous suit tout au long de l'année pour vous orienter, vous conseiller, vous informer au mieux, ou sinon sur le média Monsieur École de Commerce. Et on vous dit à très bientôt. Allez, salut à tous.